500 millions de carats sous le volcan de Songandi et la trajectoire nationale change d'un coup sans préavis. Les projections parlent de recettes nationales multipliées par 10 en 5 ans, tandis que des rapports évoquent jusqu'à 40% de biodiversité locale en moins si l'exploitation s'emballe. Que devient votre quotidien si Ibrahim Traoré tranche trop vite ou trop tard face à une promesse qui attire déjà pression étrangère et rivalités internes? Ici, l'Eldorado annoncé ressemble surtout à une épreuve de méthode, de tempo et de souveraineté concrète au jour le jour. Songandi n'est pas seulement une découverte géologique spectaculaire, c'est un test de gouvernance, de sécurité et de confiance institutionnelle dans un pays déjà sous tension structurelle. Comprendre ces choix protège revenus, stabilité et sécurité du quotidien. L'enjeu dépasse l'économie parce que chaque décision engage aussi des coûts invisibles, sociaux, environnementaux et diplomatiques, qui peuvent vois-je, durer bien plus longtemps que l'euphorie de l'annonce. Dans ce décor, les pressions extérieures ne sont pas abstraites. Elles arrivent sous forme de demandes de briefing, d'offres de coopération et de tentatives d'influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stabilisé n'existe. Une exploitation précipitée peut fragiliser des équilibres internes encore instables. Une prudence excessive peut nourrir frustration, soupçons et rumeurs, surtout quand les attentes populaires montent rapidement. La question qui guide la suite est simple. Comment intégrer cette promesse minérale à l'état réel sans perdre le contrôle du calendrier, des contrats et de la redistribution? Les premières analyses satellitaires font apparaître le chiffre qui reconfigure tout. Près de 500 millions de carats reposeraient sous le volcan Songandi. Validé par plusieurs institutions scientifiques, ce signal continu transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique et projette immédiatement le Burkina Faso dans une autre catégorie d'attente. Avant cette confirmation, le pays évoluait dans une économie de rareté, marquée par la prudence budgétaire et des fragilités persistantes. Après Songandi, l'horizon se dilate brutalement, mais sans mode d'emploi. Les ingénieurs locaux, confrontés à des interférences inhabituelles, comprennent progressivement, avec l'appui d'équipes chinoises, qu'il ne s'agit pas d'une anomalie technique, mais d'une formation diamantifère exceptionnelle. Cette bascule technique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing affluent, et un pays longtemps périphérique dans les discussions minières mondiales devient un point focal du Sahel. L'abondance potentielle agit comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation, mais aussi exacerber rivalités internes et appétits extérieurs, dans un contexte où la pauvreté, les vulnérabilités institutionnelles et les tensions politiques forment déjà un terrain sensible. Les précédents africains rappelés dans les analyses ne servent pas à prédire, mais à baliser. Une découverte spectaculaire n'est jamais neutre quand l'État est sous pression. C'est à ce moment précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Plutôt que de céder aux négociations rapides, il temporise en instaurant une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales, et en maintenant un refus clair des accords précipités. L'objectif n'est pas d'étouffer la promesse, mais de reprendre le contrôle du tempo, pendant que l'environnement médiatique et diplomatique s'emballe. Le mini révélateur de Songandi n'est donc pas seulement le volume annoncé, c'est le décalage brutal entre un avant contraint et un après incertain, qui place désormais chaque choix politique sous un éclairage durable, jour après jour, décision après décision. Dans la séquence qui suit la révélation de Songandi, un rôle discret mais décisif apparaît, loin des projecteurs diplomatiques et des projections financières.
Il ne s'agit pas encore des multinationales ni des négociations contractuelles, mais des relais humains chargés de traduire une décision nationale en réalité locale, là où l'État est souvent perçu comme lointain. Autour du volcan, les premiers changements deviennent visibles. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer la sécurisation du périmètre et les restrictions temporaires. Leur présence, inhabituelle dans ces zones marginalisées, produit un effet immédiat. Les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent. Les rumeurs se heurtent à des informations officielles et l'excitation initiale laisse place à une attente structurée. Un habitant évoque une sensation nouvelle, celle d'être inclus dès le départ dans un processus qui par le passé se décidait sans lui. À l'échelle nationale, l'impact est tout aussi perceptible. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture affichée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit à contenir, dans un premier temps, l'émergence de fractures politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle prend la forme d'un cadre protecteur, perçu comme capable de ralentir les dérives habituelles liées aux ressources soudaines. Ces effets précoces constituent des signaux faibles mais déterminants. Ils montrent que la trajectoire de Songandi ne se joue pas uniquement dans les chiffres ou les scénarios macroéconomiques. Elle dépend aussi de la capacité à créer des points d'ancrage humains capables de transformer une découverte minière en stabilité sociale naissante. C'est ici que la promesse commence, ou s'érode, bien avant la première pierre extraite. Avant Songandi, le Burkina Faso évoluait dans un cadre de contraintes chroniques, où chaque arbitrage budgétaire supposait des renoncements visibles. Après la confirmation du gisement, le pays entre brutalement dans une phase d'accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les institutions ne l'avaient anticipé, transformant le rythme lui-même en enjeu politique. La première activation se joue dans les cercles techniques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit bien d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation scientifique agit comme un déclencheur immédiat. La question cesse d'être technique pour devenir politique. La sécurisation du périmètre est ordonnée, toute activité informelle est suspendue, et des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales, afin de verrouiller les marges d'erreur. Vient ensuite la phase de montée en tension. Les informations circulent d'abord de manière contrôlée, puis débordent rapidement le cadre national. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou. Des ambassades demandent des briefings urgents et des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier stratégique suivi de près. Cette exposition nouvelle modifie la perception du pays, mais accroît aussi sa vulnérabilité aux pressions extérieures. Le point culminant intervient avec la diffusion élargie des images satellitaires aux institutions scientifiques et économiques. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient. Cette visibilité déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières offres de coopération, parfois accompagnées de clauses techniques susceptibles d'influencer le contrôle futur du gisement. Certaines puissances étrangères cherchent à obtenir des entretiens privés avec des conseillers proches du pouvoir, tandis que des groupes d'intérêt
tentent d'influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stabilisé ne soit défini. Dans le même temps, les médias internationaux saturent l'espace public de récits opposés, oscillant entre Eldorado économique et scénario de déstabilisation. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la pression de négociations rapides, il maintient un refus clair des accords précipités et réaffirme la priorité donnée à la souveraineté sur les ressources. La maîtrise du calendrier décisionnel devient un principe central, même si cette posture est perçue comme un frein par certains partenaires extérieurs. À l'intérieur du pays, elle s'impose progressivement comme un marqueur politique fort. Les répliques internes ne tardent pas. La population réclame des explications, les partis d'opposition interrogent la stratégie adoptée et les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption et les arrangements opaques. Le débat public se structure alors autour d'une question centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs? La séquence Songandi montre ainsi que la découverte n'a pas seulement révélé un gisement, elle a enclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie les suivantes, faisant de la vitesse un facteur de risque ou de stabilité. Avant Songandi, les ressources minières du Burkina Faso occupaient une place marginale dans les équilibres nationaux. Après la confirmation du gisement, les chiffres déplacent brutalement l'échelle des décisions publiques. Ce basculement quantitatif devient la référence implicite de tous les débats, car il transforme une économie de rareté en économie d'abondance théorique, avec des conséquences politiques immédiates. Le premier chiffre est celui qui frappe les esprits. Les analyses géologiques évoquent près de 500 millions de carats sous le volcan Songandi. À cette échelle, le pays entrerait potentiellement dans le cercle restreint des grands détenteurs mondiaux de diamants. Ce volume ne dit rien à lui seul de la valeur réelle, mais il modifie profondément la perception internationale du Burkina Faso. Il attire investisseurs, gouvernements et analystes tout en rehaussant le poids stratégique du pays dans les discussions régionales. Ce chiffre agit donc comme un projecteur. Il éclaire des opportunités inédites mais expose aussi davantage aux pressions extérieures. Le deuxième chiffre concerne les finances publiques. Les projections initiales indiquent que les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Une telle perspective ouvre des marges budgétaires jusqu'ici inaccessibles. Elle alimente l'espoir de financer durablement l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. Mais cette croissance rapide exerce aussi une pression politique considérable. Absorber des flux financiers massifs exige des institutions capables de planifier, contrôler et redistribuer sans créer de déséquilibre. Sans garde-fou solide, l'abondance peut fragiliser plutôt que renforcer la capacité de l'État à gouverner. Le troisième chiffre introduit une contrainte majeure. Les premiers rapports environnementaux évoquent un risque allant jusqu'à 40% de perte de biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Cette estimation rappelle que l'abondance économique s'accompagne de coûts écologiques potentiellement irréversibles. Dans un espace sahélien déjà soumis à de fortes pressions climatiques, cette donnée modifie profondément le calcul. Elle oblige à intégrer l'environnement non comme une variable secondaire, mais comme un facteur central de stabilité sociale à long terme. Pris ensemble, ces trois chiffres structurent le débat public. Ils attirent capitaux et attentes, mais dessinent aussi des lignes de fracture possibles. Ils promettent des investissements massifs tout en signalant les risques de capture institutionnelle et de dégradation durable des écosystèmes. Les comparaisons internationales reviennent fréquemment, non pour annoncer un destin écrit,
mais pour rappeler que des trajectoires opposées peuvent émerger à partir de données similaires. C'est dans ce cadre chiffré que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa signification. En privilégiant des évaluations techniques approfondies et la transparence contractuelle, il cherche à ralentir l'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient un outil stratégique. Elle vise à empêcher que la dynamique quantitative ne se transforme en spirale incontrôlée. Les chiffres montrent ce qui est possible, mais ils ne disent rien de la manière d'y parvenir sans fragiliser le tissu social et environnemental. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi, et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. La première plaide pour une exploitation rapide, considérée comme une fenêtre historique rare qu'il serait risqué de laisser se refermer. Selon ses défenseurs, des centaines de millions de carats représentent une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. Les projections de recettes, évoquant une multiplication par 10 des revenus nationaux en quelques années, sont vues comme un levier capable de financer infrastructures, systèmes de santé, éducation et création d'emplois. Dans cette logique, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique et à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La rapidité devient alors une condition de souveraineté. Non une menace, décider vite permettrait de fixer les règles avant que les pressions ne s'installent durablement. La seconde lecture adopte une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents bien documentés en Afrique et ailleurs où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés, notamment la dégradation potentielle des écosystèmes locaux, renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu central n'est pas l'existence de la richesse, mais la capacité réelle de l'État à l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée pourrait exposer le pays à des pressions diplomatiques durables et à une perte de contrôle progressive sur ses ressources. La réponse esquissée dans la séquence Songandi ne consiste pas à trancher brutalement entre ces deux positions. Elle cherche plutôt à les mettre en tension. La stratégie observée tente de capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers en construisant d'abord un cadre institutionnel lisible. La création d'une commission indépendante, l'implication annoncée de la société civile et le refus de négociations précipitées traduisent cette volonté d'équilibre. Ainsi se dessine une voie médiane. Elle reconnaît que l'attentisme comporte des coûts, mais considère qu'un emballement incontrôlé en comporte davantage encore. Transformer une richesse potentielle en bénéfice durable exige ici plus de méthode que de vitesse. À ce stade, un détail discret modifie l'équilibre général de la séquence Songandi. Lors des premières consultations nationales, un signal net mais peu spectaculaire émerge. Une majorité de participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient à non garanties. Ce résultat, relégué au second plan par l'ampleur des chiffres, change pourtant la dynamique politique enclenchée par la découverte. Ce soutien conditionnel indique que l'opinion publique ne se polarise pas uniquement autour de la vitesse d'exploitation. Elle se structure autour des règles qui l'encadrent. Le débat cesse alors d'opposer frontalement urgence économique et prudence institutionnelle. Il s'ancre dans une exigence collective plus précise. Avancer, mais sans perdre le contrôle des décisions, des contrats et des bénéfices. Cette inflexion renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré. Sa posture méthodique, parfois perçue comme prudente à l'excès, trouve ici un point d'appui populaire inattendu. Elle réduit la marge de manœuvre
Des acteurs favorables à des accords rapides et renforcent la légitimité d'un calendrier décisionnel plus étiré. Sur le terrain, notamment dans les zones proches du volcan, cette évolution se traduit par un apaisement relatif. Les habitants constatent que leur voix pèse dans les arbitrages initiaux. Ce point médian de la séquence Songandi ne se situe donc pas dans un chiffre ou une annonce, mais dans un alignement temporaire entre autorité politique et attente populaire. Les répercussions de Songandi dépassent désormais le stade de l'annonce et se déclinent en effets concrets, distincts selon les acteurs concernés. Cette phase permet de mesurer comment une même découverte peut produire des conséquences divergentes à l'intérieur d'un même pays. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. Dans le même temps, elle expose les institutions à des pressions inhabituelles. La gestion du calendrier, la publication des contrats et le contrôle des flux financiers deviennent des tests de crédibilité. Dans ce cadre, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un repère. Elle vise à préserver la capacité de décision publique face à l'intensification des intérêts extérieurs. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Songandi ouvre un champ d'opportunités contrasté. Les acteurs locaux espèrent une intégration accrue dans les chaînes de valeur, notamment dans la logistique, la construction et les services techniques. Les multinationales, de leur côté, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans cadre clair, les entreprises locales risquent d'être marginalisées. Avec des règles strictes, elles pourraient au contraire bénéficier d'un effet d'entraînement inédit dans l'économie nationale. Pour les ménages, l'impact se lit à travers les attentes quotidiennes. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé ou infrastructures nourrit un espoir réel. Mais cet espoir reste conditionnel. Dans les zones proches du volcan, les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution demeurent fortes. La découverte devient ainsi un prisme à travers lequel se projette à la fois promesse d'amélioration et crainte de nouvelles inégalités. À l'échelle régionale, enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution peut renforcer son influence diplomatique, mais elle comporte aussi un risque de tension accrue si la gouvernance interne vacille. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux montrent une réalité commune. La découverte n'agit pas de manière uniforme. Elle redistribue les équilibres, crée des gagnants potentiels et expose des vulnérabilités. C'est dans l'articulation entre ces effets plus que dans la valeur brute du gisement que se joue désormais l'impact réel de Songandi, sous le regard attentif d'Ibrahim Traoré et d'une société placée face à des choix durables. À partir des dynamiques déjà enclenchées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles reposent sur les mêmes données de départ, mais divergent selon la cohérence des choix politiques, institutionnels et sociaux opérés dans l'intervalle. Le scénario intermédiaire, souvent perçu comme le plus probable, combine ouverture progressive et contrôle partiel. L'État engage des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales après stabilisation du cadre juridique. Les premiers investissements permettent de lancer des projets d'infrastructure et de créer des emplois indirects. La souveraineté reste globalement préservée, mais le pays demeure exposé à des pressions diplomatiques constantes. Les bénéfices deviennent visibles sans dissiper totalement les inquiétudes liées à la dépendance extérieure.
L'équilibre tient, mais reste fragile et réversible. Un scénario plus favorable suppose une discipline institutionnelle élevée. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes. Les revenus sont orientés vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales, renforçant la cohésion sociale. Des audits réguliers et la participation active de la société civile limitent les dérives. Cette trajectoire pourrait transformer le pays en référence régionale de gestion maîtrisée des ressources, à condition que la constance administrative résiste à la pression politique et médiatique. Dans ce cadre, la ligne méthodique défendue par Ibrahim Traoré trouve sa pleine efficacité. Le scénario le plus critique repose sur un repli excessif. L'État choisit une exploitation quasi exclusivement nationale afin de préserver la souveraineté. Les capacités techniques limitées ralentissent cependant la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, alimentant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies nécessaires. L'intention protège le principe de contrôle, mais affaiblit la capacité d'action. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils servent de cadre de lecture. La variable décisive n'est pas le choix d'un modèle unique, mais la cohérence entre prudence, transparence et inclusion dans un environnement où chaque décalage peut produire des effets durables. Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, Songandi commence à se traduire en attentes et en expériences vécues, parfois discrètes, mais bien réelles. Observer ces trajectoires sociales permet de comprendre comment une découverte nationale peut ou non s'ancrer durablement dans le quotidien. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer des écoles, des centres de santé ou des réseaux routiers modifie les horizons d'attente. Cet espoir reste toutefois prudent. Les souvenirs d'annonces passées, suivis de retombées limitées, nourrissent une réserve collective. La promesse existe, mais elle est conditionnée à des signes concrets de redistribution et de continuité dans le temps. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi prend une signification différente. La découverte est perçue comme une opportunité potentielle d'élargir les trajectoires professionnelles. Les promesses d'emploi, de formation technique et de projets entrepreneuriaux suscitent un optimisme mesuré. Cet élan dépend cependant de l'inclusion effective des compétences locales. Sans mécanisme clair d'accès à la chaîne de valeur, l'attente pourrait rapidement se transformer en frustration durable. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin prises en compte. Cette reconnaissance, encore fragile, agit comme un facteur de stabilisation sociale non négligeable. À travers ces trois groupes, une constante se dégage. L'impact réel de Songandi dépendra moins des annonces que de la capacité à maintenir un lien crédible entre stratégie nationale et vécu quotidien. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une architecture d'action claire, ordonnée dans le temps et lisible pour l'ensemble des acteurs. Les éléments déjà engagés permettent d'identifier une séquence de décisions cohérente sans ajouter de promesses irréalistes. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Elle doit rassembler institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux
avec un mandat explicite d'évaluation économique, sociale et environnementale. Sa mission initiale est de vérifier l'ensemble des études disponibles avant toute négociation formelle. La publication régulière de rapports accessibles devient le premier indicateur de crédibilité. La deuxième étape concerne le cadre environnemental. Avant l'ouverture du moindre chantier, des normes contraignantes doivent être définies par les autorités compétentes et les scientifiques régionaux. Elles portent sur la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité locale. Le respect strict de ces protocoles, contrôlés par des audits indépendants, conditionne la poursuite du projet. La troisième étape organise la sélection des partenaires. L'État, appuyé par la Commission, identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique, une fois le cadre juridique stabilisé. Les contrats sont rendus publics et assortis de clauses claires de souveraineté. Leur respect est leur mesuré par des audits réguliers et transparents. La quatrième étape porte sur la répartition des revenus. Les autorités définissent, en concertation avec la société civile, une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet d'évaluer l'impact réel dans le temps. Enfin, la cinquième étape repose sur la continuité du dialogue. Des consultations régulières, locales et nationales anticipent les tensions et ajustent les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur visant à transformer une richesse souterraine en bénéfices collectifs mesurables. Dans les premiers jours suivant l'annonce, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle. Ce motif traverse encore toute la séquence actuelle, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique, mais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un homme de rupture spectaculaire que comme une figure de continuité. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des chiffres, des projections et des discours extérieurs. Elle traduit un choix implicite, accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion sociale et le contrôle institutionnel. Dans un environnement saturé de promesses contradictoires, cette constance devient un repère. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité? La question, simple en apparence, relie les inquiétudes locales, les attentes sociales et les débats institutionnels. Elle rappelle que la valeur de Songandi ne se mesure pas seulement en carats ou en recettes potentielles. L'atmosphère suspendue n'est donc pas un vide, c'est un moment de choix, un espace étroit où chaque décision pèse désormais davantage que l'annonce elle-même, sous le regard attentif d'Ibrahim Traoré et d'une société consciente de l'enjeu. La découverte de Songandi n'écrit pas seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre plutôt un espace de responsabilité partagée où institutions, société civile et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité ou un facteur de tension durable, selon la vigilance exercée à chaque étape du processus. Cette vigilance ne repose pas sur des gestes spectaculaires. Elle commence par l'information, la participation aux consultations publiques et l'exigence de transparence dans les décisions prises. Elle se prolonge dans le soutien au cadre de gouvernance qui privilégie le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large
capable de dépasser la figure individuelle. Songandi devient ainsi plus qu'un gisement. Il se transforme en symbole d'un choix de société où la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit par des pratiques ouvertes, contrôlées et partagées. Chaque acteur, du riverain au décideur national, détient une part de cette construction. La question n'est donc pas seulement ce que cette richesse permettra de financer, mais ce qu'elle révélera de la capacité du pays à rester maître de ses décisions. Quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire en devenir?